Bonjour, je suis Chandrel Nzanza, directeur du cabinet Fax Consulting. Je suis aussi votre formateur spécialisé en audit et contrôle de gestion. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le contrôle de gestion, ce que c'est, ce qu'il n'est pas, ses composants, son rattachement hiérarchique et son organisation interne. Le contrôle de gestion, comme tous on peut le constater dans notre famille, au niveau du service, nos collègues peuvent nous demander ce que c'est que le contrôle de gestion. Généralement, quand on leur demande à eux ce que c'est que le contrôle de gestion d'après eux, ils nous disent le contrôle de gestion, aussi simple que ça puisse paraître, contrôle de gestion, c'est essentiellement, d'après eux, c'est d'abord contrôle. Donc, vérification. Vérification. Pour eux, c'est d'abord ça le contrôle de gestion. Un contrôleur de gestion est un vérificateur. Simplifié comme ça permettra à tout le monde de comprendre ce que c'est que le contrôle de gestion ou le boulot du contrôleur de gestion et d'en avoir une idée. Mais le problème, c'est que le contrôle de gestion n'est pas que ça. C'est vrai, il y a la notion de vérification dedans. Mais pour mieux comprendre le contrôle de gestion et ce que c'est, il faut repartir à ses origines. Les anglophones ou les anglo-saxons appellent contrôle de gestion par management control. Attention, par management control. Management control. À ce moment, management control, ça fait le contrôle du management ou contrôle de gestion. Management, gestion. Le seul problème ici, c'est que en anglais, contrôle ne veut pas seulement dire vérification. Parce que quand vous avez une grand-mère ou une tante qui a une telle maîtrise que tout le monde va lui demander conseil ou va auprès d'elle pour prendre conseil, on ne dit pas que cette tante, même quand on lui crée des problèmes, elle a suffisamment de maturité pour ne pas se fâcher n'importe comment et tout. On ne dit pas de cette tante qu'elle a le contrôle d'elle-même ou elle a la vérification d'elle-même. On dit d'elle qu'elle a le contrôle d'elle, certes, mais surtout dans le sens de maîtrise de soi. À ce moment, le contrôle prend le sens de maîtrise et appliqué sur la gestion, ça fait la maîtrise de la gestion. Donc, on a contrôle qui veut dire maîtrise. Contrôle ne veut pas seulement dire maîtrise, c'est vrai, mais contrôle, quand tu es dans une voiture, tu conduis ta voiture, tu as la maîtrise de ta voiture. La voiture ne fait pas ce qu'elle veut. À ce moment, on dit que tu conduis ta voiture. Contrôle, ici, prend aussi le sens de conduite. C'est toi qui diriges la voiture ne fait pas ce qu'elle veut. Contrôle prend le sens de direction. Prend le sens de orientation. Orientation. Et là, on comprend bien que si on allait dans le sens d'un cavalier ou de quelqu'un, d'une personne, un berbère sur son dromadaire, on va dire, mais bon, ok, le berbère, il a la maîtrise de son dromadaire. Avoir la maîtrise, ok. On va dire que le berbère conduit son dromadaire. Le berbère dirige son dromadaire. On se retrouve dans un bateau ou dans un avion. On va dire que celui qui dirige le bateau ou qui conduit le bateau, qui contrôle le bateau, il fait ce qu'on appelle le pilotage du bateau. Il pilote le bateau. Donc, on a le pilotage.
Avoir le contrôle d'un bateau, c'est le piloter. Avoir le contrôle d'un avion, c'est le piloter. Est-ce que ça voudrait dire que comme le contrôle de gestion veut dire pilotage de la gestion, orientation de la gestion, direction de la gestion, conduite de la gestion, maîtrise de la gestion, est-ce que ça voudrait dire que le contrôleur de gestion, lui, c'est lui qui fait ça? Ben non, le contrôleur de gestion ne dirige pas. Le contrôleur de gestion, c'est pas lui qui oriente. Le contrôleur de gestion, c'est pas lui qui conduit. Le contrôleur de gestion, c'est pas lui qui maîtrise la gestion d'une entreprise. Vous allez me demander alors c'est qui, puisque ça rentre dans la définition de son activité. Non, c'est pas lui. C'est le top management, c'est la direction de l'entreprise. Ce sont les directeurs des départements. C'est le comité de direction d'une entreprise qui prend des décisions de direction, de conduite, d'orientation et de pilotage de son entreprise. Le contrôleur de gestion, alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est une aide. Le contrôleur de gestion, dans le bateau, sera celui qui est là-bas sur le pont, avec les jumelles en train de scruter l'horizon pour voir s'il n'y a pas de vagues, s'il n'y a pas d'intempéries, s'il n'y a pas d'iceberg. On se souvient du film du Titanic. Le contrôleur de gestion, dans l'avion, c'est pas lui le commandant de bord. On a tous compris. Alors, ça serait celui qui est assis juste à côté de lui. Pour lui donner la température qu'il fait au sol, pour lui donner la pression atmosphérique qu'il y a, pour lui donner les niveaux de carburant, pour lui donner la distance restante à parcourir, pour lui donner tous les indicateurs. Mais il reste que le commandant de bord, c'est lui qui a toute la décision. Et c'est lui qui prend la décision finale. Alors à ce moment, le contrôle de gestion devient son conseiller, son aide. Il lui présente des indicateurs, il lui présente des éléments pour qu'il puisse prendre une décision avisée. Alors, quelles sont donc les composantes de ce contrôle de gestion? Comme on a compris ce que le contrôle de gestion est et ce que le contrôle de gestion n'est pas, les composantes du contrôle de gestion sont la planification stratégique, en fait sans la stratégie, planification et diagnostic stratégique, le découpage de l'entreprise en centres de responsabilité, ou les centres de responsabilité au sein de l'entreprise et les prix de cession interne. Il y a aussi la comptabilité analytique ou comptabilité de management. Il y a les tableaux de bord, le suivi de la performance avec les tableaux de bord, performance organisationnelle et performance au niveau du conseil d'administration. Il y a le management par les processus. Il y a la gestion budgétaire, le budget, gestion, prévision, réalisation, contrôle et planification budgétaire en un mot. D'accord ? Donc, il y a aussi, ça on vient de parler plus ou moins des composants du contrôle de gestion. Après, il y a tous les autres outils qui sont le re-engineering et autres. On va prendre par exemple un premier élément, celui de la stratégie. Sans stratégie, on ne sait pas où on va. Sans stratégie, c'est comme un navigateur qui n'a pas de destination. Il est conduit comme ça, ici et là, ça et là, au gré du vent. La stratégie permet à l'entreprise de savoir où elle se situe, d'où elle est partie et où est-ce qu'elle veut aller. Maintenant, il faut pouvoir faire une planification en se disant, ok, je suis à un point A actuellement, je veux être à un point B, comment je fais? Je dois passer par un point A' et ensuite j'arrive à un point B. Ça me prendra combien de temps? Quelles sont les difficultés? Ok. Après, d'autres questions, c'est où est-ce que je veux aller et où est-ce que je peux aller en fonction de mes moyens. À ce moment, ça demande de faire un diagnostic stratégique, de se rendre compte de ses forces et faiblesses internes et de ses opportunités et menaces par rapport à l'environnement externe.
À ce moment, on appréciera la structure organisationnelle en interne, les fonctions si elles sont bien mises en place, les manuels de procédure si elles sont bien mises en place, si elles fonctionnent correctement, si les procédures sont respectées et appliquées. On regardera aussi comment le système de contrôle interne fonctionne au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des fonctions qui se chevauchent ou qui se marchent dessus? Est-ce qu'il y a des process qui sont lents? À ce moment, il faut analyser pour pouvoir optimiser, améliorer la performance globale de l'entreprise en allant par les petites améliorations un peu partout dans tous les processus de l'entreprise et ça fait une amélioration globale. Ça, c'est d'un point de vue organisation interne. On va regarder aussi nos effectifs, comment c'est géré, toutes les ressources en fait internes de l'entreprise, comment elles sont acquises, comment elles sont utilisées en interne et comment elles sont mises à contribution dans l'atteinte des objectifs. Le diagnostic de l'environnement externe, à ce moment, ça nous permettra de voir par rapport à l'environnement externe, par rapport à notre environnement, déjà commencer par l'environnement immédiat de l'entreprise en parlant de ses clients, fournisseurs et puis de ses concurrents sur le marché. Là, on va utiliser par exemple des outils, les 5 forces de Michael Porter. On aura le temps de développer plus tard sur une séance uniquement spécialisée là-dessus. Donc après, on pourra regarder dans un environnement moins large, uniquement sur l'offre et la demande. Et à ce moment, on va analyser les conditions d'offre sur le marché, quels sont les fournisseurs en présence, quels sont nos concurrents en quelque sorte, qu'est-ce qu'ils mettent sur le marché, quels sont les produits qui sont sur le marché et quels sont les produits qui sont substituables aux nôtres. Et après, on peut aller un peu plus au-delà en regardant le carré financier. On se rend compte sur comment se comporte plus ou moins notre investissement, plus ou moins le chiffre d'affaires, comment évolue le chiffre d'affaires, comment évolue la valeur de l'action de notre entreprise, comment évoluent nos ressources auprès, comment on a nos rapports avec les banquiers. On pourra regarder ces aspects. Et dans un environnement encore plus large, macroéconomique, on parlera de PESTEL pour voir l'environnement économique, qu'est-ce qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'il y a dans cet environnement susceptible d'impacter positivement ou négativement notre activité. À ce moment, on va faire une analyse des risques, une appréciation des risques. Bien entendu, le risque étant un événement incertain, susceptible d'impacter l'activité de l'entreprise. À ce moment, on va plus regarder là où ça impacte négativement et là où ça crée plus d'opportunités. Voilà, la stratégie, ça nous permet, ça aide déjà l'entreprise à répondre à la question pour combien de temps on crée une entreprise? Une entreprise est créée pour vivre combien de temps? Ceux qui connaissent, comme tous, on sait qu'une entreprise est créée pour vivre pendant 99 ans. Donc, dès le départ, on crée une entreprise pour un siècle, mais rien ne reste inchangé pendant un siècle. Chaque année, les choses évoluent, chaque semaine, chaque mois, les choses évoluent, chaque semaine, chaque décennie, les choses évoluent. Donc, à ce moment, l'entreprise, comme tout individu, l'entreprise étant une personne morale, l'entreprise doit se remettre en question. L'entreprise doit remettre en question sa façon de faire. À ce moment, si la remise en question ne trouve pas d'objection, on continue tel qu'on était en train de faire avant. Mais si on rencontre des objections par rapport à notre façon de faire actuelle, à ce moment, on change, on s'adapte en fonction de l'environnement. Parce que ça permet justement aussi à l'entreprise de savoir se positionner et de savoir si elle doit être flexible ou si elle doit résister à un certain type de changement. Parlons de stratégie, il y a des entreprises qui n'existaient pas dans les années 2000. Mais actuellement, ce sont les entreprises les plus riches au monde. Il y a des entreprises qu'avant les années 2000 qu'on ne connaissait pas, mais aujourd'hui, c'est des entreprises planétaires.
Mais dans les années 2000, par exemple, si on prend la téléphonie mobile, ben, dans les années 2000, on parlait pas encore des iPhones et machin, et les autres types de téléphones qui coûtent énormément. On parlait du genre de téléphone comme les Nokia, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Et justement, après, les directeurs ou les directeurs de ces entreprises, après une remise en question, ben, peut-être trop tard, se rendent bien compte que ils auraient dû s'adapter à l'environnement qui était en train de changer. Tout le monde allait vers les Android, il fallait s'adapter et aller dans ce sens. Certains dirigeants de ces entreprises du mobile de l'époque se sont dit « Nous, on va rester dans ce qu'on sait faire le mieux. On ne veut pas faire des erreurs en prenant trop de risques. » À ce moment, on comprend que un risque bien étudié et bien maîtrisé, bien évalué, peut être une bonne opportunité. Par exemple, en période de crise, c'est les périodes de remise en question et de scruter l'environnement et de se dire bon voilà, on peut se projeter à horizon une année, s'il n'y a pas de visibilité. Une année, on sera où? S'il y a une visibilité, on dit pourquoi pas dans 2 ans, dans 3 ans. S'il y a une meilleure visibilité, dans 5 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça continue comme ça, comment on se présentera nous dans le futur? Et donc la stratégie, c'est ça. Mais quand on parle de stratégie, c'est pas qu'un mot. À ce moment, loin de nous la langue de bois. Quand on parle de stratégie, on parle de mission. On parle d'abord de vision, pardon. Quand on parle de stratégie, on parle de vision. Et dans la vision, on parle de mission. Et après les missions, on parle des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques. Mais pour toute stratégie, pour toute vision, il faut qu'il y ait les 3 A. L'ambition, l'audace et l'aventure. Ambition, il faut voir grand. L'audace, il faut oser le faire. Il ne faut pas rester, non, j'ai rêvé, j'ai vu grand, ok, c'est bon, j'ai écrit, j'ai mon projet d'entreprise dans la poche et tout. Voilà, ou nous, l'année prochaine, on va faire ceci, mais bon, comme il y a la crise, on va pas faire ceci, mais on fera ça dans 15 ans et tout. Ça, on reste dans l'ambition. On voit grand. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est un premier pas. Et deuxième pas de la vision, c'est l'audace. Il faut oser de faire le premier pas, d'aller démarcher et d'aller faire des prospections dans le cadre de ce qu'on compte lancer. Une nouvelle ligne de produit, une nouvelle activité qu'on veut lancer, ou bien on veut, après une retraite stratégique ou un repli stratégique, on se dit, ok, maintenant on va attaquer le marché sur tel domaine d'activité où on n'était pas avant. À ce moment, il faut oser. Il ne faut pas seulement que ce soit des écrits. Il faut oser, il faut faire le premier pas. Troisième élément, c'est celui de l'aventure. Celui de l'aventure, c'est de se dire, ok, c'est pas que j'ai osé et puis j'ai eu une première objection de la part des prospects et tout. Je dis, ok, ou du marché. Bon, mon produit ou ma proposition a rebuté le marché, ça sert plus, je vais plus là-dedans, je me retire. Non. À ce moment, on se dit, ok, ma proposition a certes rebuté le marché, je vais m'adapter en fonction de ce qu'ils veulent. Ça devient un jeu d'aventure. Pour les jeunes enfants, pour tous ceux qui ont joué avec les jeux vidéo, ils savent un peu de quoi je parle. Ça devient un jeu d'aventure. Ça te donne du fil à retordre. Tu sais qu'il faut que tu donnes un peu du laisse ici et puis voilà. Donc, on connaît les faiblesses, on connaît les failles et puis on avance au fur et à mesure. On connaît plus ou moins le parcours. Et ça devient rodé. Une fois que c'est rodé, c'est là où c'est bien. Donc, ça, parlons de la stratégie. Mais pour toute stratégie, il faut un énoncé de la stratégie. L'énoncé de la stratégie, c'est quoi? C'est de dire d'abord dans ton business model, tu vas vendre quoi, auprès de qui, sur quel marché, est-ce qu'ils sont prêts à te l'acheter? Quand on arrive à répondre à ces questions-là, on peut mettre en place un slogan qui témoignera de notre présence d'être, de notre raison d'être plutôt. Et ça fait notre activité principale. Ce processus principal de réalisation, c'est l'activité qu'on ne sous-traitera jamais. Le jour où on se mettra à externaliser ou à sous-traiter entièrement ce processus,
on perd notre raison d'être, on change de nom parce qu'on n'est plus cette entreprise pour laquelle on s'était dit d'être au départ. Ça, c'est parlant de stratégie et de diagnostic stratégique et de planification stratégique. Mais après, au sein de l'entreprise, chacun reçoit des responsabilités. Il y a un département qui s'occupe de la finance, un département qui s'occupe de la production. Tout ça, c'est bien. Mais il y a des gens à qui on a demandé, on leur a dit, ben non, vous serez convoqué au contrôle budgétaire. Ah non, 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 moi je suis un directeur, je n'ai pas à être convoqué et tout. Moi je suis nommé par le conseil ou par le DG, je n'ai pas à être convoqué. Non, il faut que les gens comprennent que quand on reçoit les responsabilités, ça crée dans l'autre sens l'obligation de rendre compte. Tu as reçu les responsabilités sur la finance, c'est bien. Tu es le dieu de la finance, certes, au sein de l'entreprise, mais tu dois rendre compte à ceux qui t'ont confié cette responsabilité-là. Donc, il y a ça. À ce moment, on va faire un découpage de l'entreprise en centres de responsabilité. C'est simple. Ceux qui ont écrit avant là-dessus, ils ont fait ce découpage en 4. Il y a des centres de profit, il y a des centres de revenus, il y a des centres de coûts et des centres d'investissement. Les centres de profit, ce sont des centres qui sont à la fois responsables de leurs coûts et de leurs revenus, c'est-à-dire de leurs charges et de leurs produits. Et à ce moment, ils peuvent défendre le résultat qu'ils vont dégager. Ça peut ça peut ressembler à des agences, des entreprises qui sont délocalisées, ça peut ressembler à des filiales pour des groupes, pour des maisons mères. Il y a des centres de revenus. Les centres de revenus, ces centres ne sont responsables que sur le chiffre d'affaires qu'ils rapportent. C'est par exemple la direction marketing, la direction commerciale, eux, ils sont responsabilisés que pour ça. On va prendre par exemple les chargés d'affaires, eux, ils sont responsabilisés que sur le chiffre d'affaires qu'ils ramènent à l'entreprise. Il y a les centres de coûts. Les centres de coûts, ce sont tous les centres de l'entreprise ou tous les départements de l'entreprise qui ne sont responsables que des coûts, des charges en quelque sorte. Ces centres-là, on leur dit, ok, voici le montant du budget des dépenses, ça veut dire que vous ne pouvez pas dépasser ce montant-là. Ces centres sont responsables des coûts qu'ils génèrent. C'est par exemple la production, par exemple la compta, les RH, tous ces centres, l'informatique, tous ces centres sont des centres de coûts. Il y a aussi ce qu'on appelle comme les centres d'investissement. Au sein de l'entreprise, le centre d'investissement, c'est le centre qui a la responsabilité sur la décision d'investir ou de désinvestir, c'est-à-dire de faire l'acquisition des immobilisations par exemple ou de se lancer dans un nouveau domaine d'activité, d'accord? Et de l'autre côté, ils ont aussi la décision de dire on se retire de ce domaine d'activité ou on se désinvestit de telle chose ou on sort cette chose du patrimoine. Cette décision ne vient ni du DAF, ni du DRH, ni de directeur de la production. Cette décision est une décision essentiellement de la direction générale ou du top management ou du conseil d'administration de l'entreprise. À ce moment, c'est pas au directeur financier de dire qu'on va acheter un nouveau véhicule et de décider à l'instant sur l'achat du véhicule. C'est pas à lui de prendre cette décision. C'est pas au directeur commercial de dire que bon, j'ai vu que le secteur agroalimentaire, tout le monde est là-dedans, mais non, on va aller là-dedans. Je crois qu'on peut avoir des marchés. J'ai Casino qui veut acheter, j'ai des clients et tout, et il veut se lancer. Non, non, non. Cette décision revient au directeur général ou au conseil d'administration de l'entreprise. Parce que, au final, on remet en question ou on remet en exergue ce qu'on appelle le principe de la théorie d'agence. Le principe d'agence, c'est quoi? C'est qu'il y a un mandant, il y a un mandant qui recrute quelqu'un qui est son agent, qui travaille pour lui. L'Assemblée générale a confié
ces responsabilités à quelqu'un qu'ils ont choisi qui s'appelle le président du conseil d'administration avec son conseil. Le président du conseil d'administration a choisi un directeur général qui lui va gérer au quotidien la stratégie, d'accord, que ce conseil a mise en place pour fructifier les fonds reçus de cette assemblée des actionnaires ou des associés. Le directeur, lui, maintenant, en général, avec son équipe dirigeante au quotidien, son CODIR, il gère maintenant l'exécution de ce budget-là. Ils suivent ça au quotidien, au sein de l'entreprise. Donc, voilà un peu le découpage ensemble de responsabilités, ses implications et ce que ça entraîne. La comptabilité analytique, on en parlait, on disait, ben oui, il faut la comptabilité analytique. Mais la comptabilité analytique, c'est une comptabilité de management, comme on dit. Ça a pour vocation essentielle de pouvoir gérer la somme des charges ou de gérer les charges de l'entreprise et de pouvoir les affecter aux objets de coût. À ce moment, la comptabilité analytique, qu'on appelle aussi modèle d'analyse de coûts, c'est une façon que nous, on se décide de représenter nos coûts au sein de notre entreprise. Il y a plusieurs modèles qui existent. On entrera en profondeur lors du chapitre dédié à ça. La gestion budgétaire, on en parlait. La gestion budgétaire, c'est quoi? La gestion budgétaire, c'est justement ce moment-là, justement, on utilise le budget pour pouvoir faire une projection. On dit OK par rapport à la stratégie, par rapport à la vision, par rapport aux missions et aux objectifs stratégiques et spécifiques, l'année prochaine, voici comment on va se comporter. La traduction de ces objectifs en monnaie ou chiffré, ça devient ce qu'on appelle ce tableau-là qui est le budget. Mais attention, le budget se sert de la comptabilité analytique parce que la comptabilité analytique, contrairement à la comptabilité générale, la comptabilité analytique ne travaille pas que sur les chiffres qui sont du passé. Ça travaille à la fois sur les chiffres du passé et sur les chiffres du futur. Ça fait les prévisions. En comptabilité générale, c'est pas une comptabilité des prévisions, c'est une comptabilité réelle ou c'est une comptabilité historique. Par contre, en comptabilité analytique, on va faire une comptabilité des prévisions ou une comptabilité des standards qu'on s'est définis en interne. À ce moment, le budget ou la gestion budgétaire en gestion budgétaire, on s'en sert pour pouvoir se projeter. On sait comment on fonctionne. Demain, ça coûtera combien? On se projette, on dit, voilà, on va prendre la comptabilité analytique, donne des éléments à la gestion budgétaire ou à la planification budgétaire. Et après, les notions de contrôle qu'on parlait, de vérification au niveau du contrôle de gestion, c'est là où ça intervient, où le contrôle de gestion vient suivre l'exécution du budget. Il vient vérifier si les dépenses sont faites correctement. Il y a plusieurs types de contrôles. Il y a des contrôles de position où la personne, au moment où elle traite l'information, elle contrôle elle-même avant d'envoyer ça chez le contrôleur de gestion. Il y a les contrôles de gestion, comment on appelle le contrôle de gestion a posteriori, où le contrôleur de gestion il passe qu'après pour vérifier les transactions, si ça respectait le budget et tout pour faire un recadrage. Mais ça, je ne vous conseille pas parce que les contrôles, normalement, ce qui est conseillé, c'est qu'ils soient mis le plus en amont possible. À ce moment, ça doit être un contrôle a priori. Donc, au moment même où on met en place la pièce qui circule au sein de l'entreprise, que le contrôleur de gestion soit dans la boucle afin de donner son point de vue sur l'opportunité, sur la pertinence et sur la disponibilité du budget par rapport à la dépense qu'on veut engager. Et c'est là justement qu'intervient les notions de vérification parce qu'il va vérifier est-ce que la procédure est respectée, et il va vérifier est-ce que la ligne est disponible, est-ce que, et là ça le pousse après a posteriori à faire des contrôles budgétaires ou des suivis d'exécution du budget. Oui, vous avez fait et tout, chargé d'affaires, venez, comment vous avez fait, votre chiffre d'affaires il n'est pas atteint, vous devez faire plus. Les RH, vous avez dépassé, c'était pas prévu ceci, vous avez fait ci, vous avez une marge,
Voilà un peu comment le contrôleur de gestion fait agir sa fonction ou sa mission ou sa tâche de vérificateur ou de contrôleur. Et après, il y a le suivi de la performance au quotidien au sein de l'entreprise. Il ne reste pas là en train de suivre tout le temps le budget et voilà. Mais après, il faut qu'il aide les opérationnels, les directeurs de département, de tous les départements de l'entreprise et même la direction générale à dire « Ok, ben voilà comment vous vous comportez, voici le tableau, est-ce que vous avez besoin des indicateurs qui vont vous permettre de mieux comprendre ceci ?» Parce que, par exemple, parlons du chiffre d'affaires, on s'est rendu compte que vos clients, vous avez plus de clients dans tel secteur. Ah d'accord, ok, il n'y a pas de problème, mais comment on fait? On vous met en place un tableau qui va vous permettre de suivre comment vous êtes en train d'évoluer en fonction des objectifs ou des standards de l'entreprise qui sont fixés. Et à ce moment, le contrôleur de gestion, il devient un business partner, il commence à conseiller les opérationnels dans le cadre de l'exécution de leurs tâches au quotidien. Pour les métiers des chiffres, c'est généralement un contrôleur de gestion geek des chiffres. Mais pour la partie opérationnelle, on peut aussi avoir un contrôleur de gestion qui ne soit pas geek des chiffres, mais plutôt quelqu'un qui a une longue expérience dans ce domaine. Il intervient, il est dans l'équipe des contrôleurs de gestion pour pouvoir faire un accompagnement, suivre ceux qui exécutent. Par exemple, au niveau de la production ou de recherche-développement. D'accord ? Et après, il y a bien sûr la partie du contrôleur de gestion geek des chiffres qui intervient dans toute la phase de clôture et de supervision de la clôture. Parce que, les comptes 6 et comptes 7 sont les comptes du contrôleur de gestion. Le chef comptable n'a pas le droit de mettre ce qu'il veut là-dessus. Le contrôleur de gestion lui dira non, ce compte-ci, tu ne peux pas utiliser par rapport à ceci, ou le groupe a décidé ceci, ce qui est prévu par rapport à ces comptes-là, non, tu ne dois pas faire ci. Bon, il faut faire une contrepassation, change ces écritures, passe-les plutôt dans tel compte par rapport à la structure du reporting financier qui est attendu. Et vous avez bien compris que c'est le contrôleur de gestion qui fait le reporting, qui suit des indicateurs, qui remonte ces indicateurs auprès de la direction générale ou auprès du groupe. C'est lui aussi, normalement, qui fait le rapport de gestion pour dire voici les tendances, voici comment on a évolué, on a fonctionné au cours de l'année, voici les faits marquants dans telle fonction, tel département, tel autre département. Et à ce moment, il supervise la clôture. Donc, voilà un peu. Et après, il travaille sur les process pour pouvoir les hacker et les améliorer au fur et à mesure. Donc, présenté comme ça, on connaît plus ou moins ce que le contrôle de gestion fait et comment il fonctionne. D'accord? Au sein de l'entreprise, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve au sein de la direction financière, administrative et financière, généralement. Il peut aussi être rattaché directement au DG, ça fait un département de contrôle de gestion au lieu que ce soit un service. À ce moment, son rattachement peut être aussi directement au groupe, à la division contrôle de gestion ou finance du groupe. Un rattachement hiérarchique dans ce sens. Et présenté comme ça, qu'est-ce qu'on recherche? On veut mettre le contrôleur de gestion plus près de là où sort l'information. Et on veut assurer, dans ce sens, on veut assurer la disponibilité de l'information. Deuxièmement, on cherche l'autonomie, d'accord, du contrôleur de gestion et son indépendance pour garantir son objectivité dans son travail ou dans ses rapports. Et donc, c'est ça qui permet de le rattacher soit dans une département, plutôt dans une direction administrative et financière, soit on le rattache à la direction générale, soit on le rattache à une division du groupe. Mais à son sein, comment c'est organisé? C'est organisé qu'il y a un contrôleur de gestion qui est responsable du service de la section ou du département, qui sera en charge de la stratégie, de la planification stratégique et du diagnostic stratégique. On aura un contrôleur de gestion en charge de la performance, du suivi et de l'évaluation de la performance organisationnelle. Et puis, un contrôleur de gestion suivi plutôt en charge de la performance
au niveau de la gouvernance, avec des tableaux de bord pour le conseil d'administration. On aura un contrôleur de gestion chargé à la comptabilité analytique, un contrôleur de gestion chargé au budget et à l'analyse et au contrôle budgétaire. On aura un contrôleur de gestion chargé au management et à l'amélioration des processus et des procédures. À ce moment, quand il n'y a pas d'auditeur interne au sein de l'entreprise, le contrôleur de gestion, le contrôle de gestion est comme l'audit interne, les deux seules fonctions qui agissent sur le système de contrôle interne d'une entreprise. D'accord? Donc, à ce moment, le contrôleur de gestion, s'il est seul et qu'il n'y a pas d'auditeur interne, vous comprenez qu'il peut assurer l'intérim ou assurer les fonctions de l'auditeur interne. Par contre, un auditeur interne, il ne peut pas assurer l'intérim de tout le monde au sein de l'entreprise parce que ça ira en incompatibilité avec sa fonction. Autrement dit, le contrôleur de gestion, vu qu'il est business partner, il peut de temps en temps, au besoin, assurer l'intérim du directeur marketing ou du directeur de la production ou du DRH et tout, selon comment ça se présente, parce que c'est une personne qui a une connaissance transversale de l'entreprise. Il n'a pas une connaissance verticale de l'entreprise, mais plutôt transversale de l'entreprise. C'est une personne qui connaît à la fois la stratégie de l'entreprise et l'exécution de toutes ses activités au quotidien. Voici un peu présenté ce que c'est que le contrôle de gestion, rapidement. Et si vous souhaitez, vous pouvez nous contacter et venir chez nous, chez Fax Consulting, qui est le premier cabinet spécialisé en contrôle de gestion au Congo. Et on le dit sans sourciller parce que c'est vrai. Fax Consulting existe depuis et notre activité principale, c'est le contrôle de gestion. On organise des formations, on fait de l'assistance, du conseil et des services multiformes pour tous ceux qui le veulent. Un accompagnement en contrôle de gestion, nous sommes prêts. On vous aide à fixer vos objectifs stratégiques, on vous aide à faire votre diagnostic stratégique, on vous aide à faire votre planification stratégique, on vous aide à mettre en place votre système budgétaire, votre comptabilité analytique. On vous aide même à externaliser votre contrôle de gestion. Si vous voulez, on peut le faire pour vous. Une partie du contrôle de gestion ou tout le contrôle de gestion. On est entièrement disponible pour vous et je vous remercie. Mon nom est Chandrel Nzanza, votre formateur et spécialiste en audit et contrôle de gestion. Je vous remercie.